Donc on va commencer avec un premier titre, c'est Les écailles d'un dieu que j'ai rajouté in extremis au programme de ce soir, puisque Les écailles d'un dieu, ça ne sort en fait que vendredi officiellement en librairie, mais vous le savez, si vous précommandez par exemple sur .manga, .com, etc., eh bien des fois on reçoit en avance les mangas. Ne t'inquiète pas, GPD, il y aura pas de spoil, hein. Le but, c'est de vous donner envie de lire de lire les œuvres que je vous présente, donc j'ai pas trop intérêt à vous spoiler, sinon vous n'avez plus trop intérêt à lire les œuvres. Donc, quelles que soient les œuvres, qu'elles soient déjà sorties ou pas, qu'elles soient sorties il y a longtemps ou pas longtemps, évidemment, il y aura zéro spoil dans le stream de ce soir. Donc non, je vais en rester à un synopsis, voilà, je vais pas aller dans l'histoire au-delà de ce qui se passe après le premier chapitre. Donc Les écailles d'un dieu, ça sort vendredi. Si vous reconnaissez les dessins de Les écailles d'un dieu, c'est parce que c'est tout simplement l'autrice d'œuvres qu'on a déjà en France également chez Taifu Comics, à savoir Secret XXX et Therapy Game. Donc Therapy Game qui est le spin-off de Secret XXX mais qui a beaucoup mieux marché. On attend évidemment Therapy Game Restart, donc la suite de Therapy Game avec impatience. Le nom de l'autrice, je voulais pas l'écorcher, c'est Meguru Hinohara. Et donc, Meguro Hinohara a aussi, dans sa carrière, donc fait cette série-là qui est en 2 tomes, donc série Boys Love qui s'appelle Les écailles d'un dieu. Les écailles d'un dieu, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un écrivain qui est un peu en panne d'inspiration, voilà, il est face un peu au syndrome de la page blanche, et donc il va retourner dans son village d'enfance pour essayer de prendre un peu de recul, de prendre un peu d'air, d'essayer de trouver l'inspiration, de retrouver un petit peu l'énergie d'écrire. Donc il va retourner dans le village dans lequel il a grandi, où il a grandi d'ailleurs avec sa grand-mère, hein, si ma mémoire est bonne. Et en fait, quand il va arriver là-bas, tout de suite, à la gare, il va tomber sur celui-ci, là, lui, qui va se présenter de manière très simple, très basique, en disant «Et salut, au fait, je suis un dieu. Je suis le dieu de l'eau. J'attends ma bien-aimée, et ma bien-aimée, en fait, c'est toi. C'est toi, mon âme sœur, parce que voilà, l'écrivain porte en fait le même nom que l'être qui était promis à ce dieu, visiblement. En tout cas, c'est ce que ce dieu affirme. Donc voilà, il va être un petit peu décontenancé évidemment, hein, l'écrivain au début. Il va pas trop comprendre le propos. Et donc finalement, de fil en aiguille, ce dieu, en fait, va s'inviter chez l'écrivain. Il faut que je retrouve son nom. Donc c'est Chiharu. Chiharu et le dieu, voilà, c'est Rin. Qui affirme qu'il est un dieu, et que donc Chiharu est son être promis. Et donc va commencer une cohabitation un peu bizarre, donc dans l'ancienne maison dans laquelle il a vécu, où vivait sa grand-mère qui est depuis décédée. Et en fait, cette relation entre les deux, elle fait référence à une légende assez connue dans la région où a grandi Chiharu, donc qui parle voilà, d'une grand-mère qui aurait promis son petit-fils à un dragon divin. Donc du coup, on suppose que la légende est peut-être vraie, que du coup, ce dragon, ce serait du coup ce jeune homme, enfin jeune homme, du coup pas si jeune que ça, mais cet homme aux cheveux blancs, et que du coup, l'être et donc l'être qui aurait été promis à ce dragon, ça correspondrait donc à Chiharu. Peut-être, voilà, on n'a vraiment pas toutes les réponses de toute manière dans ce premier tome, puisque c'est une série, je vous l'ai dit, en 2 tomes. Donc du coup, vous l'aurez compris, il y a un petit peu de fantastique dans Les écailles d'un dieu, évidemment, puisque ça fait appel à des êtres, des créatures qui n'existent pas. Et ça va vraiment prendre une place dans le récit.
C'est là où j'en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un cliffhanger de malade à la fin de ce premier tome des Écailles d'un Dieu. Donc il y a du fantastique, mais il y a aussi et surtout de la comédie, parce que bah, c'est ce que sait faire Meguro Hinohara de mieux. Voilà, c'est ce qui fonctionne très très bien dans Therapy Game. La relation entre les deux aussi, au fil du temps, elle se construit, mais voilà, assez lentement, puisque au début, Chiharu, il est pas du tout pour le fait d'accueillir cette espèce de dieu, enfin d'être en tout cas qui affirme de nulle part qu'il est un dieu et que voilà, il faut absolument que les deux vivent ensemble, etc. Bon voilà, forcément, c'est un peu quand même un peu bizarre. Donc voilà, ils vont cohabiter, mais Chiharu est pas forcément ravi, quoi. Donc du coup, il va quand même y avoir une espèce de pas de rivalité, mais voilà, on va dire que Chiharu est pas forcément hyper conciliant avec Lin. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Moi j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Comme je vous l'ai dit, les deux principaux aspects, fantastiques et comiques, bah, sont très réussis tous les deux. Donc c'est-à-dire qu'on se marre bien avec ce duo un petit peu improbable, avec voilà, le fait que Rin va être très insistant parce que lui, enfin, je veux dire, c'est une évidence pour Rin, pour le dieu, que Chiharu, c'est l'être avec lequel il doit vivre son amour, etc., etc. Chiharu est pas du tout sur cette ligne-là, donc ça c'est assez amusant. Et après il y a du coup l'aspect fantastique qui va vraiment prendre pas mal de place dans le récit et qui est très très bien développé par la mangaka. Côté dessin, bah vraiment c'est du pur Meguro Hinohara. On est sur des designs relativement classiques au niveau des personnages, hein. On ne sera pas dépaysé par rapport à Therapy Game. À l'intérieur, hein, c'est pareil, on est aussi sur des dessins qu'on connaît bien. Ne vous inquiétez pas, ici c'est le chapitre 1, donc vous pouvez pas être spoilé. Voilà, moi c'est une série que j'ai bien aimée et que vous pourrez donc découvrir à partir de vendredi. GP qui dit tu me hype de fou, hâte de pouvoir plonger dedans. Du pur, j'ai cru au départ voir Shizuma avec des cheveux noirs. Oui, voilà, c'est en ça que je dis que le chara design est assez classique et que c'est vraiment du pur Meguro Hinohara. Parce qu'effectivement, on retrouve vraiment beaucoup son style et les personnages ressemblent pas mal à d'autres offres qu'on a déjà connues. Wallo qui dit je vais adorer. Et bien écoute, je te le souhaite. Moi en tout cas, ça a été le cas. On va passer à une autre œuvre de Taifu Comics côté Boys Love. Donc après Les Écailles d'un Dieu, on va partir sur quelque chose de beaucoup moins léger, même voilà, beaucoup plus sombre, puisqu'on va parler de Father Figure de Guilty Pleasure, évidemment le duo d'autrices à l'origine de In This Words, ce thriller haletant dont on attend le tome 4 avec une grande impatience. Donc Father Figure, voilà, je l'ai voilà, il a été décalé plusieurs fois. Finalement, ça y est, il est sorti le 11 février dernier, donc chez Taifu Comics. Et donc la particularité de ce tome-là spécial de In This Words, c'est donc que vous avez deux œuvres en une, en quelque sorte, puisque donc de ce côté-là, vous avez Father Figure, dont je vais principalement parler. Et de l'autre côté, hop, voilà, je cache au cas où Twitch soit un peu choqué. Vous avez In This World Stories, donc là qui va être une partie manga sur le passé de Shinohara, donc personnage qu'on retrouve dans In This Worlds. Alors sur la partie In This World Stories, vous pouvez tout à fait comprendre le récit sans avoir lu In This Words. Après, évidemment, ça apporte quelque chose en plus de déjà connaître le personnage de Katsuya, pardon. J'ai dit Shinohara, c'est ça. Oui, non, voilà. Shinohara, justement, c'est l'autre personnage de In This Words. Là, on est effectivement sur Katsuya, donc ce fameux médecin qui travaille avec la police, médecin psy.
Donc on va découvrir un petit peu le passé de Katsuya à travers des petits chapitres, donc des petites scénettes de son passé. Donc c'est vraiment en bonus, on va dire, de l'histoire principale. C'est pas forcément en lien direct, on va dire, avec l'histoire principale, mais c'est ce qui fait que vous pouvez tout à fait comprendre ce qui s'y passe sans avoir lu In This Words. Mais bon, de toute façon, je vous recommande de lire In This Words parce qu'on le sait toutes et tous, c'est une série géniale. Pour peu qu'on aime évidemment les thrillers parce que là, plein de trigger warning, violence, viol, séquestration, enfin vraiment c'est assez horrible, hein. C'est un thriller pur et dur. Eh bien, les mêmes trigger warnings sont également présents pour Father Figure. Donc la particularité de Father Figure, contrairement à In This World Stories que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien c'est que In This World est un roman, un light novel. Donc voilà, c'est pas un manga. L'histoire de Father Figure, elle est vraiment racontée en mode light novel, roman. Donc roman qui fait light novel qui va donc faire 130 pages. Moi j'ai mis 2h30, 3 heures je crois à le lire à peu près. Enfin, évidemment, du coup, le tome est un petit peu plus cher, hein, le tome spécial, c'est pas le prix, par exemple, des écailles d'un dieu, évidemment, c'est un petit peu plus cher, parce que bah, vous avez vraiment un contenu, enfin, je veux dire, des bouquins de 120 pages, c'est souvent vendu 15 ou 20 euros, hein. Donc là, voilà, vous avez vraiment de quoi faire avec Father Figure. Le temps de lecture est beaucoup plus long que le temps de lecture d'un tome de manga. Donc Father Figure, contrairement à In This World Stories, donc les histoires qu'il y a derrière en manga qui sont liées à Katsuya de la série In This Worlds, Father Figure, pour le coup, n'est pas directement lié avec In This Worlds. Donc du coup, c'est une histoire originale, inédite, qui va mettre en scène deux personnages. Je peux vous les montrer parce que étant donné que c'est en light novel, c'est illustré. Donc du coup, je vais vous montrer les personnages. Alors il y a beaucoup de dessins not safe for work, comme on dit. Donc je vais plutôt vous montrer les croquis qui sont après en bonus. Donc voilà. Donc ici, vous avez ici le personnage de Uriel Blackstone, donc qui va être le personnage principal de Father Figure. Et tchouk, là c'est pas un personnage principal. Vous avez ensuite ici donc le design. Voilà. Et donc l'autre personnage principal, pardon, j'ai bugué, c'est donc lui. Je vous en dis pas trop sur les noms des personnages, etc. Parce que comme vous l'aurez compris avec le nom de cette histoire Father Figure, on va être vraiment dans des histoires de liens familiaux un petit peu compliqués, même très compliqués. Et donc voilà, il faut avoir le cœur bien accroché pour lire Father Figure, qui est très intense en termes de violence psychologique et physique. Voilà, on est à nouveau un petit peu comme dans Guilty Swords, vraiment dans la tête, dans l'esprit. Et là, je trouve que c'est peut-être encore plus marquant en mode roman. Parce que il y a les descriptions, il y a voilà, il y a beaucoup plus de détails quelque part qu'on peut mettre dans un format light novel. Donc du coup, il faut avoir le cœur vraiment bien accroché. Il y a beaucoup de fortes violences décrites de manière très précise, minutieuse par les autrices de ce light novel qui sont les mêmes, donc celles de In This Words. Donc il faut avoir le cœur bien accroché. Donc c'est difficile de vous en dire plus sur l'histoire de Father Figure, à part le fait que c'est un thriller pur et dur, de la même manière que In This Words. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est brillantissime. Enfin, vraiment, moi, ce récit-là m'a hanté pendant plusieurs jours après la lecture, parce que j'étais tellement pris dans le récit que voilà, j'ai repensé aux personnages, on réfléchit à certaines scènes précises, très marquantes, à certains dialogues. Vraiment, c'est une lecture très 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 marquante. Je le recommande à
toutes les personnes qui sont vraiment fans de thrillers purs et durs, avec des choses psychologiquement difficiles. Et des violences également, comme je vous l'ai dit, physiques qui sont vraiment fortement décrites, hein. Donc il faut avoir le cœur bien accroché pour lire Father Figure. Contrairement, donc ce que je vous recommande moi, petite astuce du chef, commencez par lire Father Figure, donc qui est, comme je vous l'ai dit, vraiment très dur psychologiquement, physiquement, beaucoup de violence, etc. Mais brillantissime, vraiment, ça va vous marquer, une lecture qui marque vraiment. Et ensuite, détendez-vous avec l'autre partie, donc In These Words Stories. Qu'est-ce que je peux vous montrer qui serait montrable sur Twitch? Voilà, qui va vraiment être un récit beaucoup plus léger, qui va donc parler du passé de Katsuya, mais qui va parler de son passé voilà, plutôt amoureux, donc vraiment très léger, très sexy aussi. Autre petit warning, donc là c'est concernant le contenu, puisque les scènes de sexe sont non censurées, donc il faut le savoir. En même temps, si vous êtes habitué à In These Words, c'est pas quelque chose de nouveau, mais voilà. Voilà, GPLI confirme que ma petite recommandation est effectivement la meilleure, puisque GPLI a fait l'inverse, a commencé par In These Words Stories, le manga, puis a lu le light novel Father Figure. Et bon, voilà, ça doit être un peu bizarre d'être dans le mood hyper léger, hyper romantique, etc. de In These Words Stories, sexy, etc. Et puis tout d'un coup de basculer dans l'enfer de Father Figure. Father Figure qui a aussi un aspect enquête qui est très intéressant. Donc si vous êtes fan de thriller et ou de romans un petit peu policiers, il y a aussi cette partie enquête qui va vraiment intervenir. Voilà, Ohalo qui dit que c'est clairement pas du tout une série, un récit fait pour elle, parce que voilà, effectivement il y a des sensibilités très différentes, et je peux tout à fait le comprendre. GPL qui dit perso avec le recul, je trouve dommage qu'ils aient pas inclus Remember Tomorrow au tome, étant donné que ça se passait après Father Figure et pendant New York Minute. Ça fait sens pour moi. D'accord. Alors après, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui a dû être décidé avec les autrices de Guilty Pleasure, en tout cas j'imagine, puisque je crois pas que cette compilation-là, Father Figure in These World Stories, existe forcément ailleurs, hein. Voilà, GPLI est maintenant plus spécialiste que moi sur l'univers de Guilty Pleasure, mais il me semble que c'est vraiment une édition française, qui a vraiment été monté par Taifu Comics avec les autrices Guilty Pleasure, pour notre plus grand plaisir. Donc je l'ai dit, la partie light novel, elle est aussi avec donc avec des illustrations. C'est difficile de vous en trouver, soit qui spoilent pas, soit qui... Ouais, ça spoil vraiment beaucoup trop. Ou alors c'est Not Safe for Work, voire les deux. Donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas sachez que vous retrouverez malgré tout les superbes dessins de Guilty Pleasure, hein, donc avec ces petites illustrations qui vous permettent encore plus d'être immergé dans le récit. Et donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, les petits croquis de personnages, c'est un petit bonus qui vraiment explique comment est né Father Figure, comment sont nés les personnages, comment s'est fait ce travail-là de roman versus habituellement les mangas, puisque c'est d'abord ce format-là que Guilty Pleasure investit. Et donc voilà, c'est très intéressant de voir un petit peu ces coulisses-là. En tout cas, ça se lit très facilement si vous n'êtes pas forcément hyper habitué à lire des romans. Franchement, c'est un style très facile à lire, tout en étant hyper fin, hyper précis dans ses descriptions. Vraiment, enfin, j'ai trouvé que c'était extrêmement réussi de ce côté-là, enfin de tous les côtés d'ailleurs. Mais voilà, si le côté roman vous freine un peu, parce que d'habitude vous êtes plus habitué à lire des mangas, ne vous inquiétez pas, vraiment, ça se lit assez facilement.
Et effectivement, même si ce n'est pas annoncé officiellement, Taifu Comics l'a laissé penser dans un de ses tweets et sur certains sites, on peut effectivement trouver trace de ça. Bad Company, donc qui est sur le même principe, également des œuvres annexes qui ont été faites par Guild Pleasure autour de l'univers de In This Words. Donc on espère évidemment avoir des nouvelles très bientôt, une annonce officielle de ce nouveau tome spécial de In This Words. Alors, on va passer maintenant du côté Yuri de Taifu. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveautés Yuri, puisqu'en 2021, il n'y a que des suites de séries qui sont sorties. Donc là, vraiment, c'est un tome 1, une nouveauté, c'est Whispering You, A Love Song. Yuri de Eiku Takeshima, qu'on ne connaît pas en France. Vous le comprendrez à la couverture. Ici, on est sur une romance entre deux filles et dans un univers lié à la musique. Donc, pour les fans de Given, ça pourra peut-être un petit peu vous rappeler l'histoire de Given, même si c'est assez différent. Il n'y a pas forcément d'histoire de groupe. On n'est pas forcément dans la même ambiance que Given. Mais voilà, il y a ce côté musical qui est tout de même présent. Donc l'histoire, elle est assez simple. En fait, elle est quasiment résumée dans la première page couleur de Whispering You, A Love Song. Donc vous avez cette fille-là qui un jour a un concert qui a lieu dans le lycée, va découvrir du coup cette chanteuse, chanteuse, c'est aussi une élève du lycée, mais en tout cas du coup c'est la chanteuse du groupe qui se produit lors de cet événement au lycée. Et en fait, elle va tomber en admiration folle devant cette chanteuse. Alors, donc, ici, on a Himari, et ici, on a Yori. Voilà, Himari et Yori. Donc Himari va avoir le coup de cœur, en tout cas va montrer une admiration vraiment forte pour Yori, qu'elle trouve magnifique sur scène, sa voix, sa présence, vraiment ça va être un gros coup de cœur de son côté. Coup de cœur du coup dont elle va faire part à Yori. Donc, vous voyez, elle le dit, j'ai eu le coup de foudre pour elle. Et en fait, toute la thématique de ce Yuri, elle est intéressante puisque c'est un petit peu quelle est la barrière entre l'admiration et l'amour. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, Himari va vraiment avoir, donc elle le dit elle-même, j'ai eu le coup de foudre pour elle. Et pourtant, en fait, quand ça va un petit peu avancer, et quand l'histoire va un petit peu avancer, en fait, elle va se rendre compte que, dans sa tête, en fait, elle se dit pas «je suis amoureuse de Yori». Elle se dit «voilà, je suis complètement admirative, éberluée par le talent de cette Yori», mais elle va pas forcément formuler ça de manière amoureuse. Donc elle va faire une espèce de déclaration, je vous spoile rien du tout, hein, ça se passe très vite, ça va très vite dans le vif du sujet, hein, ce premier tome. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment quelques pages après la première page couleur que je vous ai montrée, donc pas de spoil. Pour moi, ça a été un vrai coup de foudre. Donc là, Himari fait cette déclaration à Yori. Comment Yori reçoit ça? Elle se dit, en fait, là, elle vient de me faire une déclaration d'amour. Voilà, c'est clairement, elle dit qu'elle a eu le coup de foudre. Donc Yori va prendre ça pour une déclaration d'amour, et elle va être très touchée par cette déclaration Yori. Et donc c'est là un petit peu que les problèmes commencent, puisqu'il y a eu une incompréhension entre les deux filles. Clairement, il y en a une qui est admirative de l'autre, mais l'autre qui est amoureuse de la première. Donc c'est toute cette thématique-là de la barrière entre admiration et amour qui va être creusée dans cette série, et qui va vraiment être intéressante à suivre. C'est une série, vous l'aurez vu, très joyeuse, très colorée, très feel good. Vraiment, on est dans quelque chose d'assez léger qui se lit relativement facilement.
Je trouve qu'il y a un bon rythme. Voilà, je vous l'ai dit, ça rentre tout de suite, dans le vif du sujet. On a voilà, des dialogues assez percutants qui permettent de faire avancer l'histoire assez vite. Donc on va pas forcément être dans un slow burn, même si, comme je vous l'ai dit, du fait de, cette barrière entre admiration et amour, bah, tout ne va pas être, aussi simple. Je le rapprocherai un petit peu d'un Bloom Into You, où il y a un peu ce principe-là aussi. C'est un autre Yuri qui, cette fois-ci, est paru chez Kana et qui a un petit peu ce principe-là, d'une fille qui est clairement amoureuse de l'autre et l'autre, voilà, va pas forcément, identifier les sentiments, qu'elle ressent comme de l'amour. Donc il y a un petit peu ce point de départ qui est un peu similaire, mais vraiment, Whispering You, A Love Song a sa propre identité et surtout a 2 héroïnes, vraiment, extrêmement, charismatiques. Voilà, toutes les 2, elles ont, clairement leur personnalité. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé, vraiment, vraiment intéressant. Donc si ça peut paraître un petit peu «classique» entre guillemets, puisqu'on a à nouveau ce truc de amour entre une élève de terminale et de seconde et vous le savez peut-être, le yuri, c'est né de ça, hein, c'est né de la littérature qu'on dit Esu. La littérature Esu, c'était, littéralement une aînée au lycée qui, prenait sous son aile, une, élève plus jeune. Donc là, on est vraiment sur ce type de relation, un petit peu comme dans Kassesan par exemple, un petit peu comme dans Citrus. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez commun à un petit peu tous les Yuri. Et pourtant, vraiment, je vous le dis, cette série a vraiment sa propre identité, feel good, un récit vraiment très bien amené avec cette thématique amour-admiration qui est intéressante. C'est très rythmé et donc bah, on est charmé. Voilà, clairement, moi, j'ai pas été déçu de cette nouveauté Yuri. Ça faisait longtemps que j'attendais d'avoir une nouvelle série Yuri et vraiment, je suis très content de ça. Les premières pages couleurs sont vraiment hein, magnifiques. Voilà. Le dessin est relativement, classique, mais voilà, il est très marqué. Les personnages sont vraiment très marqués l'une et l'autre, on retrouve vraiment leur personnalité dans le dessin, aussi, et donc ça c'est assez intéressant et il va y avoir aussi une thématique autour de la musique, puisque, bah, Yori, Himari pardon, ayant, était en admiration, ayant eu un coup de foudre pour la voix et la présence de Himari, elle va vraiment aller l'inciter à s'inscrire au club de musique parce qu'en fait, quand elle a chanté pour cet événement, c'était pour dépanner en fait le club de musique parce que la chanteuse ne pouvait finalement pas se produire. Mais Himari va vraiment la pousser à s'inscrire au club de musique, à faire des concerts, etc., etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va pouvoir suivre dans Whispering You, A Love Song. GPLI qui dit: «Quand il y a de la musique, je suis cliente». Bah là, clairement, tu vas être servi. C'est vraiment une des thématiques principales de cette série Yuri. Maintenant, on va passer, donc on a vu Taifu Boys Love, Taifu Yuri. Maintenant, on va passer du côté de Ototo, donc toujours la même maison d'édition, mais cette fois-ci donc sur une œuvre qui fait partie de la collection Mu. La collection Mu, M-U-E-S, c'est une collection qui permet à Ototo de mettre en avant des œuvres qui vont parler de sujets de société. Donc il y a par exemple un manga qui est sorti sur l'éducation sexuelle. Il y a un manga dont je vous avais parlé, un manga autobiographique d'une femme trans japonaise qui raconte son opération en Thaïlande, je crois, en tout cas dans un pays étranger. Œuvre qui était vraiment marquante. Voilà, ça racontait vraiment un parcours intéressant et ça permettait de mettre en avant la thématique de la transidentité, même si elle est loin d'être limitée à la chirurgie, puisque c'est un faible pourcentage en fait de personnes trans qui vont jusqu'à la chirurgie, comme l'autrice de Je ne suis pas née dans le bon corps, je crois que ça s'appelle. Et donc cette fois-ci, la thématique, le sujet de société qui est abordé dans la nouvelle œuvre de cette collection Mu, c'est la non-binarité.
avec donc Love Me for Who I Am, donc qui est déjà, le tome 1 est déjà disponible, il est sorti fin janvier. Donc Love Me for Who I Am, ça va donc parler de non-binarité. Vous allez me dire, mais c'est quoi la non-binarité? Eh bien, là, on va retrouver le formidable travail éditorial qui avait déjà été fait sur justement Je ne suis pas né dans le bon corps, où il y avait vraiment beaucoup d'explications autour de la transidentité. Qu'est-ce que c'est la transidentité? Justement, il y avait la précision que c'était, comme je vous l'ai dit, un très faible pourcentage de personnes trans qui allaient jusqu'à la chirurgie. Enfin voilà, il y avait tout un travail éditorial qui avait vraiment été extrêmement bien fait de la part de Hototo. Et ici aussi, ça a été fait. Et donc on a, voilà, si vous ne savez pas ce que c'est la non-binarité, bah déjà, rien qu'avec le récit, en fait, vous allez comprendre. Il n'y a pas forcément besoin de définition précise pour comprendre ce qu'est la non-binarité. Le récit en lui-même et le personnage principal de Mogumo, qui donc est lui-même non-binaire. Donc du coup, je vais utiliser des pronoms neutres, hein, donc et lui au lieu de lui ou elle, et il au lieu de il ou elle. Voilà, tout simplement. Donc voilà, la non-binarité, si je veux schématiser, résumer, parce que voilà, on n'a pas 3 heures non plus devant nous ce soir. La non-binarité, c'est en gros des personnes qui ne s'identifient à aucun des deux principaux genres qui sont souvent identifiés, à savoir hommes et femmes. Donc ça va être des personnes qui se sentent ni hommes ni femmes, et en l'occurrence Mogumo donc, a été ce qu'on appelle assigné à la naissance comme garçon, donc c'est-à-dire que bah, toute sa vie on lui a dit que c'était un garçon, un garçon, un garçon, un garçon, et c'est le cas dans le maid café qu'il va rejoindre. Donc voilà, c'est un camarade de classe qui va lui dire, bah écoute, qui va comprendre voilà, qui a un mal-être quelque part chez Mogumo par rapport à son identité de genre, et qui va donc lui proposer de rejoindre un maid café qui a la particularité donc d'avoir des employés qui sont normalement des garçons qui se déguisent, se travestissent en maid, donc en serveuse fille. Donc on appelle ça des otokonoko. Je m'étais déjà planté dans le BL Café, c'est à nouveau le cas. Otokonoko. Pourtant c'est pas compliqué, mais voilà. Donc ça s'appelle des otokonoko. Donc ce sont des garçons qui se déguisent en serveuse. Et donc c'est vraiment le concept de ce maid café. Et donc, bah, Mogumo va te dire, mais en fait, mais moi, il y a un problème, c'est qu'en fait, je ne suis pas un garçon. Donc du coup, je ne peux pas être un otokonoko. Par définition, et si un otokonoko, c'est un garçon qui se travestit en serveuse, je ne peux pas être ça, puisque je ne suis pas un garçon de base. Donc ça fonctionne pas. Donc, il va y avoir cette problématique-là. Le maître café, de son côté, et notamment les propriétaires, bah, se veulent le plus inclusifs possible dans ce maître café, veulent que ses employés puissent se sentir elles et eux-mêmes. Et donc, du coup, bah, toutes et tous ensemble, et elles vont chercher une solution à ça. Est-ce qu'on continue à utiliser le terme otokonoko? Est-ce que chacun, chacune fait le choix de se présenter comme un otokonoko ou pas? Voilà, il va y avoir un petit peu toutes ces discussions-là. Donc en plus de Mogumo qui est non-binaire, on va avoir plusieurs autres employés qui vont être importants dans le récit et qui permettent d'aborder d'autres thématiques que la non-binarité, notamment par exemple l'homosexualité avec tchouk tchouk tchouk. Donc voilà, l'homosexualité avec le personnage de Suzu. Voilà, que vous voyez ici. Donc lui, voilà, il dit qu'il est un garçon et il est simplement gay. Il a un petit copain et donc il dit porter de jolis habits est un hobby pour moi. Ensuite, on a Ten
Ten, pareil, c'est un garçon, mais juste un garçon qui adore le cosplay, voilà, qui adore se cosplayer, se déguiser. Et on a ensuite Mei. Alors le cas de Mei est très particulier puisque c'est un personnage qui a du mal à s'auto-définir. Mais ce qu'on va vite comprendre, c'est qu'a priori c'est une fille trans, donc c'est-à-dire c'est une personne qui est née qui a été assignée à la naissance comme étant garçon, mais qui a vraiment, enfin qui se sent complètement fille. Seulement aujourd'hui, Mei n'arrive pas forcément à exprimer ça de cette manière-là. Tout ce que Mei dit, c'est que bah, moi, ce que j'adore avec le concept d'Otokonoko, c'est que bah, je peux être une fille sans qu'on me juge. Donc voilà, il y a ça qui est mis en scène également dans Love Me for Who I Am. Donc on va avoir tous ces personnages-là très différents, avec des identités de genre vraiment très différentes. Donc un garçon cisgenre, comme on dit, donc a été assigné garçon à la naissance et qui dit bah oui, moi je suis un garçon homosexuel, donc j'aime les autres garçons. Et on va avoir par ailleurs donc des personnes non binaires et également trans et des personnes juste qui aiment se travestir, donc voilà, aussi des travestis. Donc tout ce beau monde, eh ben, ça nous donne un récit à la fois léger, parfois humoristique, mais aussi qui va du coup aborder de manière très pédagogique et très naturelle, vraiment de manière incluse dans le récit, toutes ces questions-là d'identité de genre, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'une personne non binaire, qu'est-ce que c'est être trans, etc., etc. Il va y avoir cette espèce de safe space qui va être créé dans ce maid café, et il va y avoir également une potentielle romance. On ne le sait pas trop dans ce tome 1, mais on sent que ça se dirige un peu de ce côté-là, entre le camarade de classe qui a invité Mogumo à être employé dans le maid café, et donc Mogumo en personne. Donc voilà, cette romance-là, je pense que ça va être intéressant de la suivre. Je crois qu'il y a 5 tomes au total pour cette série, donc c'est bien parce que ça va permettre vraiment le temps de développer pas mal de sujets, vraiment une histoire assez suivie. Euh, et donc voilà, il y a cette romance-là qui va peut-être naître entre les deux et qui va forcément amener la question de bah, qu'est-ce qui se passe quand un garçon a priori hétéro bah, tombe amoureux d'une personne non binaire. Voilà, qu'est-ce que ça va provoquer chez lui, quelles questions ça va lui poser. Voilà, il y a plein de thématiques comme ça, je pense, qui vont être assez intéressantes à suivre. Donc vraiment, je vous conseille, enfin, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas lire Love Me for Who I Am, parce que c'est à la fois un récit hyper divertissant, avec des personnages extrêmement attachants, une potentielle romance, des parcours de vie très différents les uns des autres, de l'humour, des sujets plus sérieux mais toujours abordés de manière plutôt légère, des dessins comme vous le voyez extrêmement mignons, des personnes qui s'émancipent et qui arrivent à prendre confiance en elles, ça aussi c'est beau. Et en même temps, bah, vous allez apprendre plein de choses sur la non-binarité, sur la transidentité. Donc c'est voilà, tout un ensemble de choses qui font que ça donne une histoire, un récit vraiment complet et vraiment passionnant à suivre. Moi j'espère que le bouche à oreille fonctionnera pour ce titre-là et lui permettra de rencontrer le succès, parce que c'est vrai que la couverture, voilà, elle est très moée comme ça, on se dit: «Ouh là là, il va y avoir hypersexualisation» et cetera. Pas du tout, vraiment c'est pas du tout le propos, pas du tout l'intention, de cette série-là. Donc voilà, j'espère vraiment que, bah, si vous l'avez déjà lu, parlez-en autour de vous, parce que c'est vraiment le bouche à oreille, je pense, qui peut contribuer au succès de cette série-là. Moi j'essaye voilà, d'en faire la promotion au maximum, parce que ça a été vraiment un gros coup de cœur pour moi, et que bah, toutes les thématiques LGBT+, c'est des thématiques qui m'intéressent, et je pense que c'est intéressant d'avoir des mangas comme ça divertissants qui en parlent. Je pense d'ailleurs que ce manga devrait être dans tous les CDI de France, hein, très clairement.
Donc voilà, si vous l'avez déjà lu, parlez-en autour de vous. Si vous ne l'avez pas encore lu, bah, foncez, achetez Love Me for Who I Am, en espérant qu'Ohalo bah, puisse enfin se le procurer un jour, puisqu'elle nous dit que j'espère que je le trouverai à ma librairie, il n'y en avait plus la dernière fois. Écoute, c'est quelque part un bon signe. S'il y en avait à la base et qu'il n'y avait plus d'exemplaires, ça veut dire qu'a priori ils se sont tous vendus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais j'espère pour toi bah, que tu pourras te procurer ce tome 1 de Love Me for Who I Am de Kata Konayama. Voilà. Donc je vous le recommande, c'est chez Ototo depuis fin janvier. Et donc je vous l'ai dit, c'est une série, donc il y a 5 tomes au total et le premier qui est sorti pour le moment. Voilà pour Love Me for Who I Am et voilà pour la maison d'édition Taifu. Donc on a vu Taifu, Boys Love Taifu, Yuri et Ototo. Maintenant on va passer à toute autre chose et même carrément à un autre format puisque on va parler d'un roman graphique. Et oui, c'est pas souvent. Alors évidemment, hein, je vous ai déjà parlé par exemple de Heartstopper, de Alice Oseman, évidemment, qui est un roman graphique. Alors là, la particularité, c'est que c'est un roman graphique tout en couleur. Donc c'est un petit peu différent. Et en fait, la dernière fois aussi que je vous ai parlé de roman graphique, c'était déjà les mêmes éditions. C'était donc les éditions Kinaï. Édition Kinaï qui est vraiment un super éditeur qui publie des œuvres vraiment top et notamment celles dont je vous avais déjà parlé en stream et ailleurs. C'était Le Garçon Sorcière. Le Garçon Sorcière qui était un récit fantastique qui cassait totalement les stéréotypes de genre puisque donc comme son nom l'indique c'était un monde où en fait pour être sorcière il fallait forcément être une fille et sauf que bah, y avait un garçon dans ce monde-là, dans cette communauté de sorciers-sorcières, bah, qui voulait être également bah, sorcière, sauf que bah, étant donné que c'est un garçon, c'était pas possible pour lui de suivre les cours, d'apprendre à l'être, etc. Et donc on suivait le parcours de ce garçon qui souhaitait bah, tout simplement être sorcière, quelque chose qui ne lui était pas permis parce que c'était un garçon. Là, dans La fille de la mer, on va parler d'homosexualité féminine, donc avec deux filles lesbiennes, les deux que vous voyez donc sur la couverture. Voilà, vous voyez, c'est un gros bouquin, hein. On ne s'en rend pas forcément compte avec la petite image, mais là on voit que c'est pas la même taille qu'un manga. Donc c'est un roman graphique donc, qui est déjà disponible, qui fait 256 pages, donc vous avez de quoi lire, hein, là aussi. Et donc c'est une histoire toujours, voilà, on va retrouver vraiment ce qu'on retrouvait dans Le Garçon Sorcière, puisque c'est la même autrice, hein, c'est Molly Knox Ostertag qui a écrit et dessiné les deux œuvres, Le Garçon Sorcière et La fille de la mer. Et donc on va retrouver tous les ingrédients qui avaient fait le succès de Le Garçon Sorcière, à savoir donc ce côté un petit peu fantastique, et en même temps le regard des autres et également eh bien, toutes ces thématiques qui tournent autour des thématiques LGBT. Donc là en l'occurrence on a ce personnage-là, donc c'est elle qui va vraiment amener le côté fantastique. Elle s'appelle Kelty. Donc Kelty, c'est une mystérieuse fille, voilà, qui en fait vit dans la mer, d'où le titre la fille de la mer, et voilà, qui est une sorte de créature mi-humaine, mi-phoque. Voilà, donc c'est une créature imaginaire, hein, vraiment inventée par l'autrice, et qui va en fait un jour sauver de la noyade elle, Morgane, Morgane qui a 15 ans. Et voilà, qui est donc lesbienne, qui aime les filles, et qui a aussi très envie de quitter son île, parce que voilà, elle s'y sent pas forcément bien, justement parce qu'elle ne peut pas être complètement elle-même. Donc c'est-à-dire qu'avec sa bande d'amis, elle va un petit peu mettre un masque justement pour cacher son homosexualité. Elle va essayer de se fondre un peu dans la masse. C'est vrai que souvent, bah, à l'adolescence, on n'a pas forcément envie d'être différent ou différente des autres. Et c'est le cas de Morgane, elle a vraiment envie d'être dans le moule. Et donc elle va essayer de faire le moins de vagues possible.
Mais du coup, elle va être sauvée de la noyade par Kelty, donc cette créature un petit peu mystérieuse. Et après, on va retomber un petit peu sur un synopsis à la petite sirène, puisqu'en fait, Kelty et Morgane, c'est même Morgane qui va prendre l'initiative, va embrasser Kelty, parce que sur le coup, voilà, c'est sa sauveuse, elle la trouve, elle est subjuguée par Kelty, etc. Et donc, du coup, elle va l'embrasser. Et ça va faire que Kelty va pouvoir sortir de l'eau et pouvoir vivre hors de l'eau. Et donc du coup, bah, Kelty va un petit peu du coup faire partie de la vie de Morgane. Morgane qui au début a vraiment honte de Kelty, elle va pas oser la présenter à ses amis, elle a un petit peu honte d'elle voilà, dans sa famille, vous voyez, elle essaie de l'extraire du repas familial, etc. Donc il va y avoir un petit peu cette phase où Morgane n'assume pas du tout son geste, son acte d'avoir embrassé Kelty. Elle assume pas cette relation naissante auprès de ses amis. Comme je l'ai dit, elle essaie vraiment de se fondre dans la masse et d'être dans un moule parfait, d'être ce qu'on attend d'elle. Et forcément, bah, être avec Kelty, c'est pas du tout ce qu'on attend d'elle. Donc vous voyez qu'elle va un petit peu au début rejeter Kelty auprès de ses amis, voilà, elle va un peu la congédier. Donc elle va pas être très très cool au début. Mais bah, petit à petit, évidemment vous vous en doutez, cette relation va être de plus en plus sérieuse, de plus en plus forte, de plus en plus intense. Et c'est ce qui va aider Morgane à vraiment pouvoir affirmer qui elle est vraiment, non sans difficulté évidemment. Avec réussite ou pas, je vous laisserai le découvrir en lisant La fille de la mer. Et dans La fille de la mer, il y a aussi une thématique intéressante en filigrane, c'est la thématique de l'écologie, puisque comme je vous l'ai dit, Kelty c'est donc une créature mi-humaine, mi-phoque, et qui va être en fait menacée, enfin voilà, ses amis phoques vont être menacés par un projet qui va naître dans cette petite île, un projet d'espèce de paquebot touristique qui risque de mettre en danger en fait l'écosystème de la mer dans cette région-là. Donc il va aussi y avoir cette thématique qui est pleinement inscrite dans cette histoire et qui est vraiment très intéressante et extrêmement bien traitée là aussi. Donc La fille de la mer, c'est un aussi gros coup de cœur que Le garçon sorcière. C'est une œuvre qui parle super bien de relations humaines, de affirmer qui on est vraiment, d'arriver à affronter le regard des autres. On a aussi la thématique de l'outing qui est abordée, je vous en dis pas plus. Enfin vraiment voilà, il y a tout un tas de thématiques comme ça très intéressantes qui sont abordées, dont l'écologie dont je vous ai parlé également. C'est une relation extrêmement poétique avec donc cette créature de la mer et cet ado. Et il y a un twist assez intéressant à la fin. Là, évidemment, pareil, je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est une fin à laquelle on va pas forcément s'attendre. Voilà, c'est pas forcément une fin habituelle qu'on voit dans les histoires d'amour. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai avoir le plaisir de découvrir ça en lisant La fille de la mer, qui est donc disponible aux éditions Kinaï, et que je recommande aussi, ça c'est important, pour tous les âges. Voilà, il y a un peu une double lecture qu'on peut faire de La fille de la mer, il y a une lecture adulte comme nous, et il y a aussi une lecture ado, voire même plutôt, hein, je dirais même enfant, puisqu'on a, comme je vous l'ai dit, cette histoire un peu à la petite sirène, et après tout la petite sirène, hein, c'est partout quoi. Fultocam qui nous précise le mot selkie proviendrait du dialecte Scott Salish ou du vieil anglais Seol, les deux termes signifiant phoque. Les selkies passeraient le plus clair de leur temps en mer, mais occasionnellement ils rejoindraient le rivage pour y reprendre forme humaine. Donc effectivement, c'est la légende de laquelle s'est inspirée l'autrice. Je crois qu'elle en dit un petit mot. Je crois qu'elle en dit un petit mot à la fin dans les bonus
ici, où on a également des croquis des personnages, etc. Donc voilà, c'est effectivement de cette légende-là des Selkie que l'autrice s'est inspirée. Tu as tout à fait raison, full tocam. Voilà, je vous le disais, je le recommande pour tous les âges. Voilà, moi je sais que Le Garçon Sorcière, par exemple, je l'avais offert à ma nièce qui avait 7-8 ans à l'époque et elle avait adoré parce que c'est des histoires voilà, qui peuvent toucher n'importe qui. Malgré les thématiques qu'elle aborde, c'est vraiment accessible à partir d'un assez jeune âge. Donc c'est une très belle histoire entre deux filles. Ça s'appelle La fille de la mer, c'est aux éditions Kinaï. Voilà pour ce roman graphique, je vous l'avais dit, on navigue un petit peu entre tous les formats. Maintenant, on va revenir au manga et on va revenir chez un éditeur qu'on adore toutes et tous, j'en suis sûr, avec cet énorme coup de cœur, voilà, je sais pas comment transmettre cette passion que j'ai pour cette série sans donner l'impression d'en faire trop. Il s'agit de Boys of the Dead de Doji Tomita, que j'ai bien sûr avec moi et que j'ai attendu tellement longtemps, puisque moi, Boys of the Dead, je l'avais repéré en fait sur mon fil d'actu. C'est, je crois, Kana Comics qui avait publié la couverture de Boys of the Dead quand c'est sorti au Japon ou quand ça allait sortir au Japon. Et je me suis dit, mais cette couverture, c'est complètement improbable. Est-ce que c'est vraiment un boys love? On a ce côté très comics, ce côté voilà très américain, sombre, ce côté zombie, hein, Boys of the Dead, clairement c'est des zombies. Je me dis zombie plus boys love, bon ok on a zombie high sex mais qui est sur un créneau très érotique, etc. Là on est vraiment sur les zombies, le récit sombre. Plus voilà, Walking Dead un petit peu, puisqu'on est effectivement dans une apocalypse zombie dans Boys of the Dead. Donc je vois cette couverture, je me dis mais incroyable, ça me donne trop envie. L'autrice publie les premières pages sur son compte Twitter, et là voilà, je me dis waouh, 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 waouh. On est là sur un ovni du boys love, un thriller, ça parle de zombies, de boys love, vraiment, voilà, je suis très 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 emballé clairement par cet aperçu de l'univers de Doji Tomita. Et eh bien, je ne suis pas déçu. Clairement, Akata avait donc publié d'abord en numérique, chapitre par chapitre, Boys of the Dead. Donc moi, j'avais lu que le premier chapitre. Je m'étais réservé le reste pour la sortie papier, alors qu'il y a eu, je crois, bien un an entre la sortie du premier chapitre en numérique et la sortie papier qui a lieu demain. Là aussi, j'ai eu la chance de le recevoir un petit peu en avance. Et Boys of the Dead, je vous l'ai dit, c'est un gros coup de cœur. Voilà, je sais pas si certaines personnes l'attendent aussi impatiemment que moi je l'attendais. Ça sort tout juste demain, donc on est en plein dans l'actu. Mais moi, Boys of the Dead, c'est un énorme coup de cœur. Donc je vous l'ai dit, on est en apocalypse zombie. C'est un recueil d'histoires courtes. Donc on a, je crois qu'on suit 3 principales histoires, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on a effectivement William et Adam, Linus et Connor, et moi et Lawrence. Voilà, je vous laisse le suspense. Donc plusieurs histoires courtes, mais qui se déroulent en fait dans le même univers. Et là aussi, je vous en dis pas plus, mais sachez que lors de la dernière histoire, la boucle est bouclée, et là on se dit ah ouais, ok, ok, ok. Enfin vraiment voilà, le récit prend tout son sens. Enfin, il n'y a pas forcément besoin de ça pour que le récit ait du sens, mais en tout cas, c'est vraiment une manière très intelligente de boucler la boucle. Et voilà, le premier chapitre et le dernier chapitre sont directement connectés.
Et même tous les chapitres en fait au final sont connectés et on le comprend principalement à la fin de ce récit. Ohalo qui dit je n'ai pas réussi à passer le premier chapitre, bah, c'est comme In These Words, effectivement c'est un récit, ça parle de zombies, donc forcément ça va être sanglant, il y a aussi du cannibalisme, voilà, donc forcément c'est sûr qu'il faut avoir le cœur là aussi bien accroché comme pour In These Words, et il faut vraiment apprécier de base les récits de zombies, donc l'hémoglobine, les tripes, enfin voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail pour pas trop mettre mal à l'aise les personnes qui sont sensibles à ça, mais voilà, évidemment, ça parle de zombies. Donc derrière, il ne faut pas être sensible à ce type de thématique. Qu'est-ce que j'ai aimé dans Boys of the Dead? Pourquoi c'est un aussi gros coup de cœur? Parce que dans Boys of the Dead, chaque détail compte. Et des détails, il y en a. Le dessin, il est extrêmement riche. Regardez-moi ça, comme c'est beau! Comme c'est beau! On est à chaque fois totalement immergé dans cet univers des États-Unis post-apocalyptique. On est dans un récit très très sombre, même en termes, vous le voyez, de couleurs, hein. On est vraiment sur du noir extrêmement prononcé. Donc c'est juste un coup de maître de la part de Doji Tomita qui voilà, vraiment nous immerge totalement dans un monde fou. Évidemment, qui dit apocalypse zombie, hein, dit voilà, il se passe du coup plein de choses terribles, des violences physiques, sexuelles, psychologiques. Voilà, c'est forcément une apocalypse. On l'a vu dans d'autres œuvres qui parlent de zombies. Ça peut, comment dire, faire ressortir le pire des gens. Donc vous voyez, voilà, c'est ce type d'image qu'on peut avoir, je ne vais pas le montrer trop longtemps, mais des zombies vraiment voilà, dessinés en tant que zombies. Donc je comprends tout à fait que les personnes un peu sensibles à ça ne puissent pas passer le pas. Donc pourquoi je vous dis que chaque détail compte? Parce que bah, vraiment, chaque accessoire, chaque décor, chaque personnage peut avoir son importance. Et moi, du coup, je l'ai lu 2 fois, Boys of the Dead, parce qu'il y a vraiment des choses que on comprend uniquement à la deuxième lecture. Enfin, globalement, une lecture, ça suffit, hein. J'étais déjà à la fin de la première lecture, genre: «Waouh, mais qu'est-ce que je viens de lire? C'est juste ouf!» hem mais je savais que j'avais intégré 90% du récit parce qu'il est tellement riche qu'il y a plein de petits détails, d'accessoires, comme je vous l'ai dit, de décors, de dialogues, etc., qui sont plus compréhensibles à la deuxième lecture, en tout cas qui apportent des clés supplémentaires. Donc c'est peut-être pas 90%, en fait j'ai lu 100% du récit, on va dire, à la première lecture, et en fait à la deuxième lecture j'en ai lu 110%, c'est-à-dire que c'est vraiment du bonus. Ce sont des choses très subtiles qui sont disséminées par-ci par-là par la mangaka et qui vont vraiment avoir leur importance dans la compréhension totale et globale du récit à 110%. Donc je vous montre encore un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc là vous reconnaissez par exemple la case qui correspond à la couverture. Si je vous montre également ce qu'il y a en dessous, là comme ça va rien vous dire, mais au dernier chapitre, vous allez vous dire: «Ah, trop bien cette couverture!» Je vous en dis pas plus là non plus. Donc voilà, ce sont donc des histoires courtes très différentes les unes des autres, qui vont suivre principalement du coup des couples, en tout cas des duos boys love, très clairement, hein, c'est un boys love, Boys of the Dead, donc il va y avoir des relations entre les personnages, et à chaque fois du coup ça fonctionne en duo, comme vous l'aurez compris. Donc je vous l'ai dit, hein, les chapitres sont vraiment identifiés par duo, donc William et Adam, Linus et Connor, et moi et Lawrence. Donc on suit ces trois duos-là, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Doji Tomita, elle aime balader un petit peu les lecteurs et les lectrices. Dans le sens où, notamment dans le premier chapitre,
on on sait pas trop, enfin comment dire? Il y a un peu un doute volontaire qui est entretenu entre qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est le mensonge, est-ce qu'on a un personnage mythomane ou pas? Enfin voilà, on a, ce doute-là, qui est présent dans le 1er chapitre, et globalement, vu que ça parle beaucoup de récit, il y a ce côté un peu mise en abîme de récit dans le récit, qui fait que du coup, on en vient à douter un petit peu de tout, de ce qu'on voit, de ce qu'on voit pas. C'est en ça que chaque détail a son importance et que, c'est, ultra intéressant à suivre. Donc je vous l'ai dit, vraiment, vous arriverez à la fin du dernier chapitre, vous vous direz: «Ah ouais, bien joué Doji Tomita, la boucle est bouclée, c'est top». Doji Tomita, elle est, à fond, dans son univers. Vous voyez par exemple qu'à la fin, elle nous partage, les accessoires, on va dire, emblématiques de son récit, qu'elle a vraiment essayé de penser et de détailler le plus possible. Donc on voit voilà, un vrai investissement dans son récit et je suis extrêmement frustré, parce qu'en fait à la fin de Boys of the Dead, donc dans les bonus aussi, Doji Tomita nous parle des, rejected works, donc les projets avortés, qu'elle avait en tête. C'est-à-dire qu'elle avait d'autres idées d'histoires courtes, en tête, qui lui auraient pu tout à fait intégrer, ce tome de, Boys of the Dead, mais qui pour, des raisons diverses, n'ont pas intégré le récit et chacune de ces histoires, mais ont l'air incroyables et j'adorerais, qu'elles puissent un jour être développées par Doji Tomita parce que ce sont des idées vraiment excellentes, et qui mériteraient, d'être complètement, développées. Et vous voyez qu'à chaque fois, elle a fait des illustrations en lien avec ces idées avortées, donc c'est assez intéressant. Doji Tomita, c'est assez touchant aussi puisqu'en fait dans la postface, elle nous raconte que, elle a, subi un accident, cardiaque, qu'elle a frôlé la mort. Donc, elle dit que notamment elle a fait, certains des dessins, des croquis, enfin de son travail en fait à l'hôpital. Donc, ça c'est assez marquant quand elle raconte ça. Hem Est-ce que ça explique un petit peu son rapport à la mort dans Boys of the Dead, et cetera? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, la postface est assez touchante et Doji Tomita a du coup un parcours, assez particulier, par rapport à ça. Donc moi vraiment, je vous l'ai dit, Boys of the Dead, c'est un énorme coup de cœur, je sais même pas quel est le mot qu'il faut utiliser, à partir de là, à partir de ce niveau, d'adoration d'une œuvre, je serais capable de la lire, une 3e fois, d'ores et déjà, alors que j'ai lu 2 fois en 2 jours. Non, vraiment, je trouve que c'est brillantissime, c'est, hyper original. Enfin, vraiment, on ne devinerait jamais que c'est un boys love et j'espère du coup que ça trouvera son public au-delà, du public boys love parce que très clairement, à part le fait qu'on ait des personnages hommes qui soient des duos et qui entretiennent des relations entre eux, franchement, enfin voilà, on est on est clairement pas sur une romance boys love. On est sur un récit, fantastique, un récit zombie, un récit horrifique, dans lequel il y a, des éléments boys love. Mais c'est clairement pas l'élément principal et que ce soit le dessin, les histoires, le sens du détail, l'intelligence des histoires, de Boys of the Dead, vraiment, tout m'a séduit. Voilà, vous voyez un petit peu les principaux personnage de ce one shot. Vraiment je suis, impressionné par le niveau de cette autrice dans Boys of the Dead qui sort donc demain. C'est un one shot, j'aurais bien aimé que ça soit une série pour avoir, du coup, les projets avortés, j'aurais bien aimé qu'ils soient développés dans un autre tome. Et Doji Tomita, c'est, voilà, une mangaka vraiment exceptionnelle, que Akata a vraiment à cœur de nous faire découvrir à fond puisque, en plus de la sortie physique, donc papier de Boys of the Dead demain, pour fêter ça, Akata va nous proposer exclusivement en numérique, une
histoire courte de la même autrice qui n'a rien à voir avec Boys of the Dead. On n'est pas du tout là dans une apocalypse zombie, on est au contraire dans un récit très ancré cette fois-ci dans le réel, ce qui rend d'autant plus fort et intense le récit. Ça s'appelle Tuer la bête, ça sort donc demain exclusivement en numérique, ce n'est pas un boys love, mais là pareil, il faut avoir le cœur bien accroché parce qu'on est sur des violences physiques et psychologiques vraiment extrêmes, avec des thématiques vraiment difficiles, violences sur les enfants, physiques, sexuelles, etc. Donc on est sur des thématiques très compliquées, mais on retrouve le même talent de Doji Tomita pour justement voilà, mettre en avant les pires horreurs dont les humains sont capables. Et là, c'est vraiment un récit complètement percutant, tout comme l'était son autre histoire courte, pareil, non Boys Love, qui n'a rien à voir avec Boys of the Dead, qui s'appelle Dans l'ombre de ton regard, et qui, pareil, était vraiment très percutant et un propos vraiment intéressant sur l'exclusion de certaines personnes parce qu'elles sont différentes, parce qu'elles ne correspondent pas au code de la beauté. Voilà, ces exclusions-là, c'est assez fort en fait comme récit. Donc ces deux histoires courtes exclusivement disponibles en numérique, je vous les recommande vraiment. À chaque fois c'est des récits je crois d'une cinquantaine de pages, donc c'est pas le prix d'un tome complet, c'est le prix d'un chapitre à peu près. Donc celui-ci sort demain et Dans l'ombre de ton regard est déjà disponible. Donc si vous souhaitez vous faire une journée spéciale Doji Tomita demain ou pourquoi pas ce week-end, vous avez donc ces trois récits à disposition: Dans l'ombre de ton regard, Tuer la bête et Boys of the Dead. Et pour te répondre, Supernova qui demande si Boys of the Dead va être dispo en numérique, en fait les chapitres sont sortis déjà en numérique de Boys of the Dead, et donc j'imagine que maintenant que le tome relié sort en papier, il sera également possible de se procurer le tome complet, tous les chapitres combinés en numérique, effectivement. Donc ça sera tout à fait possible de se procurer ça en numérique. A priori également, à partir de demain, les sorties numériques et papier se font souvent en même temps du côté de Hakata. Peut-être même à vérifier, hein, mais que Boys of the Dead tout compilé est peut-être déjà disponible en numérique, je sais pas trop. Moi j'avais vraiment envie de le lire en papier. Donc j'ai vraiment attendu la sortie papier qui aura lieu donc demain. Boys of the Dead, vraiment je vous en supplie, intéressez-vous à ce récit extraordinaire, vous ne le regretterez pas et vous encouragerez une autrice hors du commun qui sort des clichés du Boys Love tout en nous proposant un récit extraordinaire avec un très grand talent. Vraiment je veux que ce titre fonctionne, reçoive le succès mérité qu'il doit avoir. Voilà pour les sorties physiques, et donc on va terminer avec plusieurs coups de cœur numériques Hana, donc que j'ai lu sur la plateforme numérique de Hana qui s'appelle Hanabook, qui est vraiment hyper riche, hein. On en discutait au début de ce stream là. Il y a 3 e-books qui sortent chaque mercredi et donc qui viennent alimenter régulièrement cette plateforme Hanabook. Et donc parmi mes lectures numériques, donc il y en a qui sont vraiment des énormes, ultra, méga gros coups de cœur que j'attends en papier avant de vous les présenter, mais j'ai eu aussi des récits que j'ai beaucoup aimés, que je vais pas pouvoir avoir en papier faute de place, mais que voilà, c'est quand même des mangas dont j'avais envie de vous parler. On va commencer avec Outsider Communication. Donc Outsider Communication, c'est un one-shot, d'ailleurs je crois que ce ne sont que des one-shots que je vais vous présenter, non, sauf un qui est une série, évidemment, vous allez comprendre pourquoi après. Donc Outsider Communication, donc c'est un one-shot qui, a priori, peut paraître extrêmement classique, puisqu'on est sur le cliché, le personnage à droite, vous le voyez, c'est plutôt l'étudiant intello,
et à gauche, vous avez l'étudiant plutôt voyou. Et donc, on va avoir un rapprochement entre les deux. Comment ce rapprochement va se faire? Eh bien, en fait, le voyou en fait, va faire dans les escaliers tomber le personnage intello. Et donc, il va se blesser à cause du voyou. Et donc, bah, il va lui dire, bah, vu que c'est toi qui a causé ma blessure, bah, tu vas m'aider à porter mon sac, à me déplacer, etc., etc. Et donc, c'est ça, en fait, qui va les rapprocher, les deux personnages de Outsider Communication. Ce qui va être vraiment intéressant et qui va faire que ça sort un petit peu euh, que ça prend de l'ampleur par rapport à un récit qui pourrait être extrêmement classique, c'est notamment les dialogues qui sont vraiment très percutants, amusants. Voilà, il y a plusieurs dialogues comme ça qui m'ont vraiment fait sourire, voire rire. Ils ont tous les deux vachement de répondants et donc il y a des réponses vraiment bien senties, vraiment des échanges très intéressants. Les personnages sont hyper bien développés, c'est-à-dire qu'on va comprendre quelque part un petit peu le comportement que se donne le voyou, qui derrière a en fait une situation relativement compliquée qui a fait qu'il peut avoir ce type un petit peu de comportement de gros dur et qui aime faire peur aux autres, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Les deux personnages hein, sont bien développés, ils ont un background qui est vraiment bien amené et vraiment très intéressant, qui apporte quelque chose au récit. La relation, ça aussi c'est super bien et globalement les séries que je vais vous présenter, alors surtout les one shot, pas la série qui n'est pas du tout au contraire dans cet esprit-là, mais les relations là que je vais vous présenter et notamment celle-ci se fait hyper naturellement, donc pas du tout de non-consentement ou même pas de consentement gris. On a vraiment une relation qui se crée très naturellement au fur et à mesure, qui n'est pas forcée, ce qui peut parfois arriver dans les one-shots, parfois aussi parce que bah, peu de pages, ça veut dire que le récit doit avancer vite, mais non, la preuve, on peut faire des récits en one-shot qui présentent des relations en fait qui se nouent et qui se créent de manière extrêmement naturelle. Et c'est ce qui se passe dans Outsider Communication et c'est ce qui fait que cette voilà, consensualité de la relation apporte quelque chose voilà, de vraiment plaisant à ce récit voilà, qui reste léger, hein, vraiment pas prise de tête. C'est ça aussi qui est bien. C'est que bah, parfois on a envie de lire des choses qui ne nécessitent pas voilà, d'avoir une attention exacerbée. Et c'est dans ces cas-là qu'on est ravi de pouvoir lire des one-shots comme Outsider Communication, donc disponible sur la plateforme Hanabook. Deuxième titre que j'avais envie de vous présenter ce soir, que j'ai lu et adoré en numérique, il s'agit de Ne pleure plus Hibari, dont la cover va peut-être vous parler. Vous allez peut-être reconnaître les designs ou le dessin de la mangaka, puisqu'il s'agit d'une mangaka qu'on connaît déjà, qui nous a proposé en France Smoky Nectar, qui est une série, alors pour le coup, rien à voir avec Ne pleure plus Hibari, puisque on est sur un récit fantastique à base de vampires dans Smoky Nectar. Ici, pas du tout, on est vraiment beaucoup plus dans de la tranche de vie. Et de la tranche de vie, comme vous pouvez du coup le deviner au titre et également à la cover, va plutôt être dans le registre dramatique que comique, hein. Clairement, voilà, on n'est pas, contrairement à Outsider Communication, qui, même si ça aborde des thématiques plus sérieuses, reste globalement très léger. Ne pleure plus Hibari va être un one-shot vraiment poignant, vraiment dramatique, puisque on va y parler de deuil, donc c'est-à-dire que donc il y a le frère
donc que vous voyez qui est à gauche, ici, donc un personnage qui va, perdre son grand frère dans un accident, ce grand frère, il se trouve que c'était aussi, meilleur ami, donc du personnage que vous voyez à droite de la cover. Donc ce deuil, de ce garçon, de ce jeune homme qui, est mort dans un accident, tragique, un accident de moto, va vraiment être au cœur du récit et en fait à rapprocher donc le petit frère devenu orphelin et le meilleur ami du défunt qui vont vivre ensemble, c'est-à-dire que le meilleur ami qui est plus vieux que le petit frère va se sentir une responsabilité de s'occuper de lui maintenant que le grand frère est décédé. Donc du coup ils vont vivre ensemble parce que déjà clairement, le meilleur ami, il passait énormément de temps, chez eux, chez les 2 frères, et donc du coup, ils vont carrément là, vivre ensemble, donc le meilleur ami et le petit frère, et bah, forcément voilà, la présence, de ce personnage décédé, est très importante dans leur relation et dans leur quotidien. Donc du coup, on va vraiment naviguer entre passé et présent, dans un récit qui est extrêmement bien mené par la mangaka et qui est très très touchant comme je vous l'ai dit. Cette mort a évidemment été un gros trauma pour les deux, particulièrement pour le petit frère, qui du coup, bah, voilà, il va y avoir des événements qui vont, agir un petit peu comme des réminiscences de cet accident, de cette mort et ça va être, difficile pour les 2 personnages. Voilà, je vous en dis pas plus, là aussi il y a plein de choses à découvrir dans ce récit extrêmement, touchant, qui parle donc principalement de deuil et de relations. Là aussi, je vous l'ai dit, je vous parlais de relations très, consensuelles, avec, pas du tout de consentement gris ou de non-consentement. Ne pleure plus Hibari, c'est également le cas, comme pour, Outsider Communication et merci à Angélique qui nous a, rejoints. Angélique qui, traduit, plein d'œuvres, boys love et non boys love, voilà, qui est à l'origine de pas mal, de traductions, d'œuvres que je lis. Voilà, à chaque fois, sur la dernière page, traduit par Angélique Marié. Ah! Encore Angélique, youpi! Hem Et qui dit donc que Ne pleure plus Hibari est donc, un de ses, préférés. Eh bien, je te comprends. Moi, il m'a, vraiment très, très, très touché. Voilà, je me suis dit: «Waouh, un boys love qui aborde, comme ça frontalement, la mort d'un jeune homme, c'est quand même assez audacieux et finalement c'est extrêmement, réussi, très, doux, touchant, et avec aussi, beaucoup d'espoir. On peut se reconstruire après un deuil. Voilà pour donc Ne pleure plus Hibari. Je vais vous parler maintenant et je sais plus si Angélique c'est toi qui l'a traduit ou pas, mais de Celui qui ne dit jamais non. Donc Celui qui ne dit jamais non, eh bien c'est un, concierge d'un hôtel, c'est un petit peu son surnom. Pourquoi? Parce que c'est le super concierge d'hôtel. C'est-à-dire que vous allez lui faire n'importe quelle demande, il va toujours vous dire oui, en tout cas, il va toujours se mettre en 4 pour faire en sorte d'accéder à la demande de ses clientes et de ses clients. On va avoir dans cette histoire-là, eh bien, un autre personnage, donc qui lui est, détective privé et qui va justement enquêter sur ce concierge-là, dans le cadre d'une enquête qui, concerne un homme politique, qui est soupçonné d'adultère par sa femme et donc le détective est chargé de, récolter les preuves de cet adultère. Donc cette enquête-là, eh bien ça va, rapprocher les 2 puisque carrément le concierge, comme s'il n'avait pas assez de boulot, à l'hôtel, il va se proposer pour, être un espèce d'apprenti détective. Hem
et qui donc d'apprenti détective qui va aider un petit peu le détective à faire son travail. Ce dont on va vite s'apercevoir, c'est qu'en fait cette rencontre-là, elle est pas totalement due au hasard. Voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est quand même un des principaux twists de ce one shot. Donc on va avoir vraiment ce côté un petit peu enquête, mystérieux, où on va nous donner des petits indices par-ci par-là, voilà, qui vont euh, nous en dire à chaque fois un petit peu plus et à la fois nous faire nous poser encore plus de questions finalement petit à petit jusqu'à une révélation et c'est là où moi j'ai été un petit peu déçu. J'ai trouvé qu'il y avait une facilité scénaristique qui était prise à ce moment-là de la révélation qui m'a voilà, un petit peu déçu parce que ça m'a un petit peu sorti du récit parce que j'ai trouvé ça assez peu, enfin les réactions à cette révélation, à ce rebondissement sont assez peu réalistes. Malgré tout, ça a vraiment pas gâché au global ma lecture. Comme je vous l'ai dit, on a vraiment ce côté enquête très mystérieux de passé qui est révélé petit à petit. On soupçonne un tel, on se dit ah mais oui en fait c'est ça et non finalement on part dans une autre direction. Donc j'aime bien un petit peu ce jeu-là, j'ai beaucoup aimé. Et on a par ailleurs un one-shot qui a des scènes très sexy, très réussies. Voilà, c'est un bonus, on va dire, dans ce titre-là. Et globalement, le couple est extrêmement charismatique. Voilà, les deux sont très beaux, très globalement sur d'eux. Voilà, enfin, on a vraiment des personnages très charismatiques et très sexy. Donc, qui a des scènes, voilà, très clairement érotiques. Mais franchement, c'est pas le principal du récit. Comme je vous l'ai dit, le côté enquête et révélation sur le passé des personnages, etc., est vraiment très présent. Je vous le conseille, si tout ce que je vous ai raconté vous donne envie, vraiment je vous conseille de vous intéresser à celui qui ne dit jamais non. J'ai effectivement, voilà, Angélique dit qu'elle a vu que c'était un titre qui avait beaucoup de succès sur la plateforme, parce que je pense qu'il y a un espèce de bouche à oreille positif. Moi au début, celui qui ne dit jamais non, je me suis dit, ouh là là. J'aimais pas trop le titre parce que du coup je me suis dit ça amène assez facilement quand même du non-consentement cette histoire. Celui qui ne dit jamais non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se laisse faire même quand il n'a pas envie, etc. En fait ça n'a rien à voir, c'est vraiment le surnom de ce concierge qui accède à toutes les demandes, même les plus farfelues de ses clients et de ses clientes. Donc on arrive à la série. Donc je vous le disais, la plupart des titres que je vais vous présenter, que j'ai lu en numérique, ce sont des one-shots, sauf celui-ci qui est une série et qui s'appelle Beaststorm. Donc Beaststorm, vous en avez probablement déjà entendu parler parce que c'est un des gros succès à la fois au Japon et aussi, en tout cas, j'en ai l'impression en France. Donc c'est un manga de Mori Kuroi. Et qui a, donc je vous l'ai dit, beaucoup de succès, qui est un Omegaverse. Alors, oui et non en fait, c'est pas complètement un Omegaverse Beaststorm. On va retrouver le principe de phéromones, d'homme qui peut tomber enceint, etc. Mais on n'a pas le système de oméga, alpha et bêta à proprement dire, qui vraiment est à la base même de l'univers Omegaverse. Donc là, on va plus être dans un univers où il y a ce qu'on appelle les bêtes. Les bêtes qui donc sont des êtres qui sont parus à un moment et qui se multiplient énormément. Donc on a d'un côté les humains, on va dire, alors parfois ils disent normaux, bon j'aime pas trop ce terme-là, mais bon en tout cas on a les humains comme vous et moi a priori, hein, à moins que vous soyez des bêtes, je ne sais pas. Et d'un autre côté on a donc les bêtes, comme vous le voyez, qui ont des petites oreilles de chat.
Donc la particularité des bêtes, c'est donc du coup qu'ils sont soumis à ce système de chaleur. Et donc du coup, les bêtes sont réputées pour voilà, être beaucoup plus portées du coup sur le sexe, puisque quand il y a des chaleurs, il y a des phéromones qui sont dégagés, et normalement les autres bêtes ne peuvent pas résister à ces phéromones. Voilà, c'est là qu'on retrouve un petit peu le principe d'omégaverse. Mais même si là on n'a pas oméga, bêta et alpha, on a vraiment les bêtes d'un côté et les humains de l'autre. Et donc nous, on va suivre un médecin, donc un médecin spécialisé donc, dans le soin pour les bêtes. Sa particularité, c'est que c'est une bête, mais que ses parents n'en sont pas. Donc ça arrive des fois, il y a des espèces de mutations génétiques qui font que deux parents humains peuvent donner naissance à une bête. Mais du coup, lui, il a vraiment grandi dans la culture humaine, entre guillemets. Donc du coup, et voilà, il est quand même assez dérangé par les bêtes, par les chaleurs, etc. Donc il prend vraiment ces inhibiteurs qui lui permettent de ne pas dégager de phéromones quand il est en chaleur, de ne pas avoir de chaleur. Euh, et il est vraiment dans cet état d'esprit-là, un peu dépréciatif envers les bêtes, alors que lui-même est une de ces bêtes. Donc ça, c'est un aspect que j'ai trouvé intéressant. Et l'autre personnage qu'on ne voit pas complètement sur la cover du tome 1, puisqu'il s'agit d'une série, eh bien c'est le directeur de la clinique dans laquelle le médecin travaille. Donc du coup, vous l'aurez deviné, le directeur de la clinique donc, qui a embauché le médecin va pas mal lui tourner autour, mais en même temps, c'est un gros dragueur, hein, le directeur, que ce soit des hommes bêtes ou des femmes bêtes. Il couche avec énormément de monde. C'est clairement un coureur, pas uniquement de jupons du coup. Mais voilà, c'est un gros dragueur. Et donc du coup, le médecin va pas le prendre au sérieux au début. Quand le directeur va commencer à flirter avec lui, il va se dire oui, oui, bon, ben, enfin, tu fais de quoi à tout le monde, voilà, c'est bon, je l'ai compris. Mais les chaleurs vont finir par arriver de son côté, ce qui va faire que qu'ils vont coucher ensemble. Donc c'est là, je vous disais, il y a une seule œuvre parmi les 5 mangas numériques que je vais vous présenter où il y a un consentement gris, en tout cas un espèce de non-consentement qui est un petit peu permis, entre guillemets, par les règles physiques qui régissent cet univers-là, donc l'univers des bêtes, et qui va donc faire qu'ils vont coucher ensemble une première fois. Et puis finalement, la relation avançant, bah, finalement la bête va au début se dire mais est-ce que j'ai moi aussi finalement pris du plaisir dans ces relations-là parce que j'avais mes chaleurs ou est-ce que vraiment j'ai ressenti du plaisir juste parce qu'il y avait une espèce de connexion entre nous deux et que bah, voilà, j'ai juste apprécié la relation sexuelle qu'on a eue. Donc il va s'interroger, donc ils vont recoucher ensemble plusieurs fois, et petit à petit leur relation va un petit peu se transformer. C'est pas un gros spoil, hein, si vous regardez les covers des tomes 2 et tome 3, vous allez vite comprendre que leur relation passe à un niveau supérieur. Puisque je vous l'ai dit, les hommes peuvent être enceints, donc je vous laisse deviner ce qui peut se passer dans cette série. En tout cas, ce qui est super intéressant, c'est vraiment de voir l'évolution de ce personnage-là, qui, je vous l'ai dit, est un gros dragueur. Pour lui, voilà, il allait jamais se trouver de partenaire, il allait jamais trouver une personne avec laquelle il avait vraiment envie de construire une famille, etc. Et puis, bah, finalement, le coup de cœur pour ce médecin va le transformer du tout au tout. Les autres personnes qui le connaissent vont plus le reconnaître, vont se dire mais c'est incroyable, enfin, il y a quelques mois tu sautais sur quasiment tout ce qui bougeait et là tout d'un coup tu es à fond amoureux, envie de construire une famille, etc. Donc c'est cette relation, cette évolution de cette relation qui est intéressante. Toutes les questions dont je vous ai parlé qui sont vraiment spécifiques à l'univers des bêtes qui est ici développé.
Ça soulève des problématiques intéressantes. Par exemple, le fait d'aller travailler une fois qu'on est, jeune parent et en l'occurrence, de la personne qui accouche. Donc en France, ce sont donc, les femmes qui accouchent et il y a cette problématique-là de comment, faire pour ne pas porter tout le poids de l'éducation de l'enfant, ce qui fait qu'on ne peut pas tout de suite aller retourner travailler, et qu'il y a une charge mentale, énorme qui pèse sur la personne qui a été enceinte. Et donc là, on a aussi cette problématique-là qui est posée, sauf que du coup, on n'a plus la question de genre, homme ou femme, puisque, donc c'est un boys love, donc c'est un couple d'hommes. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé que cet univers-là, il n'était pas gratuit, il permettait de soulever des questions, des problématiques spécifiques. C'est peut-être aussi un moyen, là j'interprète, hein, mais c'est peut-être aussi un moyen pour les mangaka, que ce soit l'Omegaverse ou cet univers-là, particulier des bêtes, bah, de soulever des questions de société, mais de manière un petit peu détournée, ce qui est à l'origine du boys love, hein, à la base, hein, qui permettait aux mangaka de quelque part vivre certains de leurs fantasmes sexuels, mais en mettant en scène des garçons pour pas qu'on les accuse que ce soit leur propre fantasme et voilà, qu'on n'associe pas le personnage féminin à l'autrice. Donc, Beastorm, j'étais assez sceptique, j'avoue, sur le premier tome et notamment sur les premiers chapitres, avec ce trope-là de les chaleurs qui font que bah, celui qui subit les chaleurs peut pas résister à l'autre, etc. Voilà, je suis pas fan de ce trope-là, mais vraiment, une fois que la relation est installée, on tombe sur un récit extrêmement mignon et comme je l'ai dit, qui permet de soulever des thématiques hyper intéressantes. Hem, voilà, il y a aussi le père, du directeur de la clinique, qui va mettre un petit peu son nez dans leurs affaires, et qui est un gros réac, enfin voilà, c'est assez intéressant toutes ces spécificités-là et toutes ces problématiques qui sont soulevées à travers ce récit fantastique. Et pour terminer, donc dernière œuvre dont j'avais envie, de, vous parler ce soir, que j'ai adoré, en numérique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des œuvres que j'attends de recevoir en papier, que j'ai déjà lues en numérique et que j'ai adoré, mais j'attends de les recevoir en papier pour vous les présenter en bonne et due forme, pour pouvoir vous montrer, des dessins à l'intérieur parce que vraiment, il y a notamment certaines œuvres, je pense à Wolfpack, où les dessins sont extraordinaires. Donc il faut absolument attendre que j'ai la version papier pour vous en parler correctement. Donc le dernier, c'est Light of My Life. Light of My Life, on est sur un récit très intéressant qui met en scène donc deux personnages qui se connaissent depuis pas mal de temps, depuis 10 ans je crois. Enfin en tout cas vraiment ils ont fait le lycée ensemble, l'université ensemble, et maintenant ils ont chacun leur vie de leur côté. Donc il y en a un qui est coiffeur, qui a repris le salon de son grand-père. Et il y a l'autre qui avait commencé des études de médecine, qui était brillant, hein, c'est pas le souci, mais qui les a arrêtés pour devenir escorte, hôte dans un bar d'hôtes. Donc son ami qui est coiffeur, il comprend pas. Il comprend pas ce choix de vie. Il se dit mais t'avais un chemin tout tracé, une carrière qui t'attendait, quelque chose qui en plus a toujours été ton rêve. T'as toujours dit que tu rêvais d'être médecin, etc. Et là, tu mets un terme à tout ça pour, comme ça, du jour au lendemain, devenir escorte. Vraiment, voilà, il comprend pas du tout ce choix-là. Dans le même temps, ils vont se retrouver à cohabiter ensemble. Pourquoi? Parce que bah, celui qui a abandonné ses études de médecine, il a donc maintenant un boulot d'escorte, et bah, autant vous dire que quand vous déposez un dossier et que votre boulot c'est escorte, les proprios sont pas très très chauds pour vous louer leur appartement. Donc clairement, il n'arrive pas du tout à trouver d'appartement, et donc il va solliciter l'aide de son ami en lui demandant de l'héberger.
ça va faire remonter des souvenirs puisque dans le passé, ils ont déjà franchi la ligne de l'amitié, si je puis dire. Et donc voilà, ça va un petit peu relancer ce qui s'est passé à ce moment-là. Et en plus de cet aspect romance physique, ça va aussi leur rappeler des souvenirs plus douloureux, que je vous révèle pas. C'est intéressant de découvrir ça dans le récit, mais ces souvenirs-là vont aussi expliquer en partie, enfin, voilà, c'est difficile de vous en parler sans trop vous en dire. Je fais attention à ce que je vous dis, mais en tout cas, ces souvenirs-là impactent le fait, peuvent expliquer les trajectoires de l'un et de l'autre d'ailleurs, que ce soit le coiffeur ou l'ancien étudiant en médecine qui est devenu escorte. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce one-shot. Je vois que sur le chat, vous avez également apprécié ce récit-là. C'est vraiment de voir ce- ce- ces épreuves qu'ont pu traverser ces deux garçons ensemble et qui se connaissent voilà, depuis des années et des années. Ils ont vécu chacun de leur côté des épreuves difficiles. Euh, il y a des non-dits depuis pas mal de temps et cette colocation un petit peu forcée va faire ressortir tout ça. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant. On aborde pas mal de thématiques puisque donc celui qui faisait des études de médecine et qui finalement les a abandonnés pour devenir escorte, il est né dans une famille très aisée, très riche et donc du coup en fait il a toujours été excellent dans ses études, etc. Et du coup, on lui a toujours fait des remarques sur bah, t'es né avec une cuillère d'argent dans la bouche, bah, c'est hyper facile pour toi, bah, pourquoi t'arrives dans les premiers, moi si j'arrive premier, j'ai une bourse, donc c'est un peu injuste si c'est toi qui arrives premier parce que t'as pas besoin d'une bourse. Enfin voilà, il y a tout ce côté lié un petit peu aux classes sociales qui est assez intéressant et assez inattendu, pour être honnête, dans un récit Boys Love de ce type-là, qui globalement est plutôt quand même dans un esprit plutôt léger. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est un one-shot, donc et pourtant, il y a vraiment beaucoup de thématiques qui sont abordées. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette de la part de la mangaka. Euh, là je vois pas trop sur la cover. C'est ça aussi qui est bien quand j'ai les mangas en physique, c'est que vu que je suis nul en nom de personnages, de mangaka, etc., ça m'aide de les avoir sous la main. Mais là je crois voir qu'il y a quelqu'un au dessin et quelqu'un au scénario. Voilà, c'est ça. Angélique qui dit il y a une dessinatrice et une scénariste. C'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, c'est un beau tandem de leur part et surtout d'avoir réussi à faire tenir donc toutes ces thématiques très originales qui sont abordées. Donc je l'ai dit, à la fois la classe sociale, il y a aussi des notions de culpabilité sans vous en dire plus. Cette évolution commune entre les deux personnages au fil des années, qui ont pu se soutenir dans les moments un petit peu plus difficiles. Tout ça rend le récit vraiment intéressant et la romance vraiment très très belle. Oalo qui nous dit c'est un coup de cœur pour moi. Angélique qui dit j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé la personnalité des personnages et leurs relations. Et Fultokam qui ajoute j'ai adoré les regards dans ce volume. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très réussi, très beau et bah, très original quoi. Vraiment tous les flashbacks qui amènent des thématiques vraiment peu habituelles dans le Boys Love, ça m'a vraiment beaucoup séduit. Donc je vous encourage à aller lire Light of My Life, qui est donc disponible également sur la plateforme Hanabook et également en papier, hein. Là, tout ce que je vous ai présenté, c'est aussi disponible en papier puisque j'ai lu moi en numérique, ce qui correspond aux sorties papier des mois de janvier et de février chez Hana.
Voilà, on arrive au bout de ce stream review qui était assez riche, hein. On a vu pas mal d'œuvres. Je récapitule très vite un petit peu tout ce qu'on a vu. On a d'abord fait un tour du côté donc, de Taifu Comics, côté Boys Love avec les Écailles d'un Dieu qui sort vendredi par la mangaka de Therapy Game et Secret XXX, un récit qui mêle fantastique et comique de manière extrêmement réussie. On a vu ensuite côté toujours Taifu, Boys Love, évidemment Father Figure, qui va à la fois ravir les fans de In This Words, puisque c'est par les mêmes autrices et qu'on est dans cette même ambiance vraiment de thriller à la fois psychologique et violence physique. Donc récit très difficile qui n'est pas fait pour tout le monde, avec donc ce côté light novel et l'autre côté qui est plutôt manga et qui va être directement lié au passé de Katsuya, un des personnages de In This Words, alors que Father Figure, donc la partie roman light novel, elle est liée à une histoire inédite avec des personnages principaux qu'on ne connaît pas. On est ensuite allé faire un tour du côté de Taifu, Yuri, avec Whispering You a Love Song, une super nouveauté Yuri, vraiment rafraîchissante, légère, colorée, hyper plaisante, avec l'univers notamment de la musique et ce fameux questionnement sur quelle est la frontière entre admiration et amour, très intéressant. On a ensuite vu, là aussi très intéressant, côté Ototo, Love Me for Who I Am, qui est un manga sur la non-binarité, donc les personnes qui se sentent ni hommes ni femmes. Un récit étonnamment léger, pourtant sur des thématiques extrêmement sérieuses, avec finalement derrière pas mal de pédagogie, mais pédagogie qui se fait pas du tout de manière très studieuse, sérieuse, qui se fait à travers un récit de vie fictionnel, totalement fictionnel, de Mogumo, donc ce personnage non binaire qui va vous apprendre plein de choses et qui va à la fois vous divertir parce qu'on a aussi une vraie romance à l'intérieur de cette série. Ensuite, on a vu côté roman graphique, c'est vachement plus lourd qu'un manga. La fille de la mer, très très beau récit sur voilà, deux filles, donc une créature selkie, donc mi-humaine, mi-phoque, et une humaine, une adolescente, qui n'arrive pas à s'assumer telle qu'elle est, donc notamment son homosexualité, accessible pour tous les âges, donc je vous le recommande, voilà, à la fois pour vous et pour offrir autour de vous. C'est très très beau, voilà, plein d'ondes positives, ça parle aussi d'écologie, enfin vraiment c'est un roman graphique que j'ai beaucoup aimé. Si vous connaissez déjà Le Garçon Sorcière, c'est par la même autrice et par le même éditeur, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, méga gros coup de cœur, ça sort demain aux éditions Akata. Je vous en supplie, faites de ce one-shot un succès. Doji Tomita est une mangaka ultra talentueuse qui bouscule tous les codes du Boys Love, avec succès d'ailleurs au Japon. Il y a eu plein de réimpressions de Boys of the Dead, il y a eu des présentoirs, enfin vraiment c'est un gros succès hein, au Japon, Boys of the Dead. Faisons la même chose en France, faisons de ce manga un succès, vous ne le regretterez pas. C'est un récit, je le répète, sombre, donc pareil, pas à mettre entre toutes les mains. Il y a des violences physiques, il y a des violences sexuelles, il y a des zombies, donc forcément beaucoup d'hémoglobine, même un petit peu de cannibalisme, etc. Mais vraiment le sens du détail de Doji Tomita et cet univers très sombre qu'elle arrive à nous dépeindre avec une atmosphère hyper angoissante, oppressante, oh là là, j'en perds mes gestes, je balance mon ordi à tout va. Voilà, tout ça m'a totalement subjugué. Je l'ai déjà lu 2 fois alors que je l'ai reçu il y a 2 jours. Ça sort demain en librairie. J'ai vu que par exemple le Renard Doré l'avait déjà aujourd'hui, hein, donc c'est pas que moi qui ai pu le lire un petit peu en avance. Je vous le conseille du fond du cœur, vous le regretterez pas. C'est vraiment une œuvre extraordinaire et puis
vous savez, le petit emoji là, avec le cerveau qui explose, bah, c'est exactement dans cet état-là qu'on est à chaque fin de chapitre et particulièrement à la fin du dernier chapitre où vous vous dites mais oui, ok, la boucle est bouclée. Enfin, vraiment, c'est juste extraordinaire. Merci beaucoup, bonne soirée. En attendant, n'oubliez pas que le yaoi soit avec vous. Bye bye.